Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à l'équipe de la Maison des Yeux. Pardon. Je recommence. Et maintenant? Ouais. Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à l'équipe de la Maison des Yeux et à toutes les personnes qui participent à ce colloque. C'est un véritable honneur de vous présenter le rôle des avocates et autres femmes d'exception au procès de Nuremberg. C'est un moment particulièrement émouvant pour moi, pas seulement pour les raisons évidentes sur cet endroit, mais aussi parce que mon propre grand-père a passé son enfance dans un orphelinat à Washington, aux États-Unis. Je voudrais aussi donner les remerciements au consulat des États-Unis ainsi que les familles de ces femmes, surtout M. Michel Chalouffour. Une anecdote servira d'introduction à mon sujet. Au début du février 1946, une Parisienne, septuagénaire, écrivit une lettre à sa fille qui était à Nuremberg. Ouvrez le guillemets. Avons eu une semaine sans journaux, mais avons pu suivre le procès avant et après. Fermez les guillemets. Elle fait référence ici au procès des grands criminels nazis, à celui même qu'Elsa Triolet, écrivaine célèbre, a appelé le procès monstre. Il a démarré en novembre 1945 au palais de justice de Nuremberg. Donc, au moment où cette lettre a été écrite, le procès est déjà à mi-chemin, à la phase où le parquet français vient de présenter ses témoins contre les accusés. La lettre continue. J'ai vu un témoin espagnol. Est-ce celui que tu as fait venir? Cette question d'une mère à sa fille expose un aspect inconnu du procès. Beaucoup de femmes ont travaillé à Nuremberg et leurs contributions avant, pendant et après le procès, c'est-à-dire leurs contributions au succès du procès, ont été importantes. Cela est vrai nonobstant le fait que les narratifs traditionnels du procès se concentrent sur les hommes. Et voilà. Considérons une photographie typique de la salle d'audience du tribunal militaire international ou TMI. En blanc et noir, celle-ci représente à première vue une scène plutôt grise. Une centaine d'hommes sont présents grisonnants. On y voit, par exemple, des procureurs ainsi que le corps de presse. Et on est conscient que devant ces hommes se trouvent des autres hommes, tels que des juges, des défenseurs et des accusés. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit, premièrement, qu'une vingtaine de personnes présentes dans la salle sont en réalité des femmes. Et deuxièmement, que presque toutes ces femmes ne sont pas observatrices, mais plutôt semblent tenir un rôle actif du procès. Selon mes recherches, plus de 200 femmes ont travaillé soit pour le TMI, soit pour les 12 procès qui ont suivi. Ces femmes ont travaillé comme avocates et assistantes,
comme journaliste et analyste, et comme interprète et traductrice. En fait, elles ont occupé presque tous les rôles sauf celui du juge. Mon projet est de rendre visibles ces femmes qui sont restées jusqu'aujourd'hui dans l'ombre. Je me concentre sur 6 femmes du TMI comme suit. La première est Betty Richardson, officière britannique de renseignement de la marine, qui a aidé à la construction des dossiers contre les amiraux allemands. La deuxième femme est Tatiana Stupnikova, membre de l'Armée rouge, qui est devenue pionnière de l'interprétation simultanée. Elle est aussi la seule femme du TMI à avoir publié un livre sur ses mémoires du procès, alors qu'il y a au moins une quarantaine d'ouvrages de ce type écrits par des hommes. Ensuite viennent les avocates américaines, Catherine Feit et Harriet Zetterberg, et la 5e femme est Edith Simon, interprète, traductrice et analyste. Née en Allemagne, elle s'était réfugiée aux États-Unis en raison de la persécution nazie des Juifs. Elle y est revenue en tant que citoyenne américaine diplômée de Berkeley pour travailler au procès. Toutes les 5 sont vraiment des femmes d'exception. Elles sont bien éduquées et multilingues. Chacune d'entre elles a joué un rôle actif dans la guerre et chacune a passé la première année après la guerre, non chez elle, mais plutôt à la vie de Nuremberg. Une vie étrangère, une vie où les édifices étaient en ruine à cause des bombardements. Et, il faut le dire, une vie où les femmes n'ont pas toujours respecté. Ce dernier point s'applique certainement aux Allemandes qu'on a diffamées comme des prostituées, sinon comme des criminels de guerre. Mais le point s'applique également aux autres femmes. Elles sont souvent traitées soit comme des victimes, soit comme des objets d'intérêt purement romantique et pas souvent comme des pères au plan professionnel. Finalement, la 6e femme est Aline Chalouffour, la destinataire de la lettre que j'ai citée au début. Chalouffour reste un peu à l'écart dans notre groupe de 6 femmes. Pour citer un exemple, elle était de loin la plus âgée. Mais la carrière de cette avocate française souligne la côté exceptionnelle de toutes ces femmes, comme nous le verrons maintenant. L'été 1944 trouve Aline Marie Radegonde Chalouffour en route pour l'Algérie. 3 ans auparavant, elle avait réussi à échapper au poste d'enseignante coloniale à Dalat, ville indochinoise alors contrôlée par les Japonais. Elle était devenue propagandiste au Canada pour le mouvement gaulliste en France. Ensuite, Chalouffour a répondu à l'appel de service au commissaire à la justice, alors en exil en Algérie. Mais, en arrivant là-bas, elle trouva que l'équipe avait déjà été déplacée à Paris libéré. Elle revient donc en France, à la maison de Meudon, où sa vieille mère réside avec quelques-unes de ses 7 frères et sœurs, dont 2 sœurs sont engagées dans la résistance. En effet, une sœur était médaillée de la résistance. Aline Chalouffour dit dans une lettre écrite à son bureau au ministère de la Justice à Paris, « Mon travail traite de la responsabilité en crime de guerre, sinistre mais utile. La Gestapo
a été impitoyable et agit de manière incroyable. Mon travail est d'établir les crimes commis et de trouver les auteurs. Féministe, elle a écrit à côté un article pour Marie-France. À l'automne 1945, Chalefour est nommée à la délégation française à Nuremberg. Avant cette nomination, elle avait été étudiante à Sciences Po et à la Sorbonne, assistante des professeurs à Harvard et à Genève, et enseignante dans 3 universités en Amérique du Nord. Elle avait déjà écrit un livre et beaucoup d'articles. Elle était aussi la 6e Française à avoir jamais obtenu un doctorat en droit international public. Pourtant, au premier procès de droit international public, elle a porté le simple titre de chargée de mission et non pas celui d'avocate, conseillère juridique ou procureur. On appelait cette femme de 46 ans mademoiselle et non pas maître ou docteur, les titres qu'elles ont gagnés. De plus, ni Chalefour, ni les 2 autres avocates américaines avaient le droit de prendre la parole devant le tribunal. Au TMI donc, chaque document préparé par une femme fut présenté par un homme debout sur le podium. Au mieux, la femme se trouvait assise à la table adjacente. Cette mise en scène nous ramène à l'anecdote en début de présentation. Il s'agit d'une audience pendant un après-midi de janvier 1946. Charles Dubost, procureur en chef adjoint, a appelé M. François Bois, un jeune Catalan et soldat aussitôt que la guerre civile espagnole. En effet, Bois était un enfant soldat en Espagne. M. Bois a été détenu à Mauthausen. À Nuremberg, en tant que témoin, Bois non seulement a parlé des atrocités, mais il les a montrées. Un journaliste a décrit la scène comme suit. Sur un écran disposé à cet effet, un opérateur fait défiler devant les yeux de l'auditoire quelques photos spécialement choisies parmi celles que Bois a sauvées et ramenées du camp où les Allemands l'avaient employé forcé. Ce témoignage accablant avait en fait été mis en lumière à la fin de l'été précédent. Un rapport américain dit que Bois a probablement remis ces photos en faisant une déposition devant les enquêteurs au ministère français de justice à Paris. Qui était l'enquêteur, c'est-à-dire l'enquêteuse en question? C'était Aline Chalefour. Ainsi, pendant le témoignage de Bois, alors que Dubost était debout sur le podium, assise à la table adjacente se trouve Chalefour, tandis que Dubost lit un document à voix haute ou interroge un témoin. Chalefour le suit en silence. En somme, la réponse à la question de la mère à sa fille, citée en préambule, semble être oui. Aline Chalefour
a fait venir au TMI un des témoins mémorables. Juste après le TMI à Hambourg, les Britanniques ont tenu un autre procès concernant des crimes de guerre, y compris l'expérimentation sadique commise au camp de femmes à Ravensbrück. Le parquet britannique avait accepté la présence d'un procureur français à ce procès, tant qu'il parlerait allemand et, si possible, anglais. C'est Aline Chalouffour qui a été nommée. Elle a enfin porté le titre de procureur. Mais ce procès a dû frustrer Chalouffour. La plupart des participants étaient encore une fois des hommes. Cela dit, 7 femmes sont là. Elles sont assises au banc des accusés. Une des plus notoires d'entre elles était la capote suisse Carmen Mori, toujours en maquillage et toujours en manteau de renard rouge. Pour sa part, Chalouffour se plaignit à Paris que les Britanniques préféraient mettre l'accent sur les atrocités et non pour les choses importantes. C'est quoi, à l'avis de Chalouffour? Je la cite. Il ignore le plan nazi d'extermination des élites de la résistance. Sa plainte écrite indique une autre raison à son sentiment de frustration. Chalouffour avait été nommé procureur adjoint à la condition très explicite qu'elle serve encore sans le droit de prendre la parole devant le tribunal. Et après ces 2 procès monstres, post-Nuremberg, Aline Chalouffour se révélera de nouveau une femme exceptionnelle. Contrairement à ses consoeurs du TMI, elle a publié 2 articles sur le grand procès, l'un au Monde et l'autre dans l'annuaire de l'Académie de droit international à La Haye. Et en 1949, Chalouffour devient une des 20 premières juges femmes en France. Son parcours de magistrat terminera en 1966 au palais de justice de sa ville natale, Dieppe. Je souhaite conclure, si je peux, avec une autre petite anecdote. En attendant 3 ans de devenir juge, Chalouffour est restée à Nuremberg. Elle y a co-dirigé la préparation de la version française de la série bleue, c'est-à-dire les 42 volumes avec couverture bleue contenant les procès-verbaux du TMI. Plus tard, ce projet a donné une découverte importante. C'était un téléx indicible qui disait, je cite entre guillemets, « Ce matin, les maisons d'enfants juifs, colonies d'enfants isieux, a été dissoute. Au total, ont été arrêtés 41 enfants âgés de 3 à 16 ans. » Fermez les guillemets. Comme décrit dans un ouvrage rédigé par nos organisateurs de ce colloque, l'enquête ultérieure a confirmé l'auteur du téléx. C'était Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon. En 1987, une base clé de la condamnation de Barbie était ce téléx trouvé dans la série bleue. Et ainsi, nous traçons une ligne depuis le rafle des enfants ici à la vie du docteur Maître
juge Aline Chalouffour, une des nombreuses femmes d'exception au procès de Nuremberg. Je vous remercie vivement pour votre attention.